Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour cet entretien exclusif avec M. Anatole Koulibaly Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir, M. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Vous avez pris part au forum du Fonds de l'Organisation des pays exploitateurs du pétrole, l'OPEP, pour le développement international, placé sur le thème « Une transition pour un avenir meilleur ». Quels sont les grands enseignements de ce forum? Réfléchir déjà sur l'avenir qui doit être meilleur au regard de tous les enjeux géopolitiques que nous sommes en train de traverser en ce moment. L'humanité connaît une période de crise, on ne le dira jamais assez, mais nous nous en tenons simplement à la crise climatique pour le moment et avec des effets dont on ne saurait imaginer l'ampleur. On est tous tournés vers les crises économiques, oui, on est tous tournés vers les crises politiques, surtout aujourd'hui avec ce que nous vivons au proche Moyen-Orient, ce que nous vivons en Europe. On peut penser que toute l'attention est focalisée vers ça, mais la crise climatique, elle est beaucoup plus grave et cause beaucoup de vulnérabilité. Il est question pour nous de réfléchir sur la meilleure façon de partir de la vulnérabilité à la viabilité. Comment faire preuve de résilience, et c'est à cela que nous avons été associés pour réfléchir avec OPEC Fund, qui nous a invités personnellement pour donner quand même quelques enseignements sur la manière dont la République du Congo, par exemple, ou les pays de la Commission climat du bassin du Congo résistent à ces chocs climatiques. Parce que, on ne le dira jamais assez, on peut penser qu'il y a des pays qui sont épargnés par les chocs climatiques que nous vivons en ce moment, surtout que si la chose ne doit être vue que sous l'angle des pics de chaleur, comme c'est le cas ici. C'est ce plateau aussi. On s'est dit oui, parce que les pays africains, par exemple, subissent les chocs climatiques de la même manière. Oui, nous avons démontré dans notre intervention, puisqu'il nous a été donné de participer au panel de haut niveau, que si on ne le vit pas tous de la même manière, mais tous les pays sont vulnérables au choc climatique. Au Congo, par exemple, la déréglementation climatique frappe le cultivateur du département de la Likwala, par exemple, lorsque les pluies n'arrivent pas à temps. Vous pouvez passer toute une saison, le cultivateur de la zone rurale, toute une saison qui aurait pu être une saison de pluie, il n'a pas plu. Vous pouvez imaginer que deviendra la production dans cette zone rurale. La crise climatique peut frapper l'habitant du littoral, par exemple, avec la mer qui avance, qui salinise les terres. On peut imaginer comment ce pêcheur vivra avec sa famille. Ça peut frapper, y compris les gens des zones urbaines, par exemple, avec ces inondations ou encore les populations riveraines des cours d'eau du fleuve Congo. Nous avons une bonne partie de la population sur le fleuve Congo. Lorsqu'il y a d'abondantes et récurrentes pluies, avec de fortes précipitations, on peut voir les inondations. Et que devient le chef de famille avec ses enfants lorsque son habitat a été emporté? Donc, vous voyez, il y a tous ces effets. Ça ne se limite pas seulement à ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui devrait interpeller également les Occidentaux. On peut se poser la question: à quoi avait-il pensé lorsqu'il construisait les logements à l'époque? Quelle était la politique de l'habitat qui a fait qu'on ne puisse penser au froid sans imaginer qu'un jour, on sera perturbé par la chaleur? Nous aussi, nous devons réfléchir à partir de maintenant quel type d'habitat il faudra pour nos populations demain avec les chocs climatiques. Donc, il fallait aller au-delà et envisager les mécanismes de financement qui ne devraient plus rester seulement sous l'angle des mécanismes traditionnels. Les pays ont besoin de financer. Nous, par exemple, les pays du bassin du Congo, nous sommes les pays fournisseurs de l'oxygène au monde entier, mais ça appelle beaucoup de sacrifices avec nos forêts, nos tourbières, les écosystèmes que nous avons, que nous préservons dans le cadre de la Commission climat du bassin du Congo, mais nous essayons de faire l'effort de concilier écologie et économie. Si nous devons préserver ces forêts et donc nous interdire toute exploitation économique de ces zones, qu'est-ce que la population a en retour? Et surtout que lorsque nous devons aller sur les marchés financiers, les conditions qui nous sont posées sont des conditions assez difficiles. Avec Madame le Premier ministre des Barbades, par exemple, nous avons imaginé d'autres formes de financement, qui soient des financements concessionnels, qui puissent être compatibles avec les politiques de développement. Voilà, donc c'est un peu autour de ça que nous avons discuté au niveau de l'OPEC Fund à Vienne. Monsieur le Premier ministre, vous avez été reconduit à la primature après l'élection présidentielle. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé ce renouvellement de confiance du chef de l'État?
C'est l'article 83 de la Constitution, certainement. L'article 83 de notre Constitution dit « Le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions ». Il n'y a aucune motivation, c'est de son pouvoir discrétionnaire. Je ne saurais vous dire qu'est-ce qui l'aurait amené à me renouveler sa confiance. Tout ce que je sais, c'est que c'est l'article 83 qui lui donne le pouvoir discrétionnaire de nommer le Premier ministre. Et que répondez-vous à ceux qui estiment que le Premier ministre, aujourd'hui au Congo, dispose d'une autonomie limitée? Nous avons dans notre Constitution les choses qui sont claires. Vous avez, c'est je crois, l'article 99 qui donne au Premier ministre le pouvoir de codéterminer la politique économique et sociale avec le président de la République. Si le président de la République doit déterminer la politique économique et sociale en concertation avec le Premier ministre, je ne vois pas quelle est l'autonomie qui soit limitée à ce moment. Et nous avons l'article 100 qui dit que le Premier ministre est responsable de la politique économique et sociale. Il est le chef du gouvernement déjà, c'est dit, et il est responsable de la politique économique et sociale. Il exécute les décisions, il a le pouvoir réglementaire. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait faire dire à certaines personnes qu'on aurait un pouvoir limité, une autonomie limitée. C'est le fait de ne pas connaître et comprendre la Constitution du Congo. Vous étiez devant le Parlement en début de semaine. Après les 12 batailles, place aux 20 missions. Et vous avez annoncé l'élaboration du PND 2027-2031, la vision Congo 2063. Comment éviter, monsieur le Premier ministre, que ces documents stratégiques ne restent des catalogues d'intentions, en fait? Non, ben, il faut toujours une planification. Voilà. En toute chose, toute politique doit être planifiée. On la planifie au travers d'un plan. Donc, on fera l'effort en sorte que ces plans ne soient pas des catalogues d'intention. Vous pouvez y croire, parce que ça n'a jamais été des catalogues d'intention. C'est la politique mise en œuvre par Denis Sassou Nguesso, depuis d'ailleurs qu'il a été appelé à assumer les hautes charges de l'État. Je voudrais dire même depuis les années 80. Le président Denis Sassou Nguesso est celui qui a inauguré la phase des plans quinquennaux dans son pays. On a commencé avec un plan quinquennal 1982-1986 dans ce qu'on appelait Sassou 1 et on a vu ce que ça a produit comme résultat. Le plan quinquennal 422-426 a permis de désenclaver l'arrière-pays, a permis de doter le pays de certaines infrastructures routières qui pouvaient permettre aux populations qui devaient partir de Djambala par exemple et pour arriver à Brazzaville alors qu'elles faisaient plutôt une semaine ou deux. Maintenant, avec le plan quinquennal 422-426, ces populations pouvaient passer moins de jours avec les routes qui avaient été construites. Ça a permis le réalignement du chemin de fer. Nous avons un chemin de fer qui avait été construit depuis 1920 et qui se dégradait surtout dans la zone du Mayombe. Il a fallu faire ce travail de réalignement et ça s'est fait. Donc, et après, nous avons tenté plusieurs plans, notamment en 2002, lorsque le président revient aux affaires en 1997. On a essayé quelques plans intérimaires et il a annoncé un autre plan en 2002 qui a permis, avec la municipalisation accélérée, de désenclaver davantage l'arrière-pays, de doter le pays de grandes infrastructures routières encore, énergétiques également. Et à chaque étape, oui, il y a une planification. Et cette fois-ci aussi, nous aurons un PND avec un certain nombre de chantiers à développer. Justement, quels sont les 3-4 projets, par contre, structurants qui incarneront cette vision Congo 2063 ? Non, la vision 2063, c'est autre chose. Le plan national de développement, c'est autre chose. Donc, le projet de société du président de la République, qui a fait l'objet de ma présentation du programme d'action du gouvernement devant l'Assemblée, sera décliné d'abord en PND pour ces 5 prochaines années. Il est question pour nous de poursuivre ce qui a été commencé. Savez-vous que nous avons un certain nombre de ce qu'on appelle les queues de municipalisation, de grands chantiers que nous avons ouverts pendant la période de municipalisation accélérée, qui ont été interrompus et qui deviennent comme des éléphants blancs depuis 2014-2015 avec la crise économique et financière que nous connaissons. Donc, le premier travail consistera d'abord aussi à finaliser toutes ces queues de municipalisation. On en a dénombré près de 150 projets qui avaient été commencés et qui sont inachevés dans tous les départements. Donc, nous avons ça à faire. Nous avons à poursuivre le travail des infrastructures énergétiques. Oui, à partir de ce moment, on se souviendra qu'un grand travail a été fait au niveau de la production d'électricité, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui au moins 800 mégawatts, mais ça ne va pas se limiter là. En attendant d'engager des grands chantiers comme le barrage de Sounda, mais nous avons l'hydroélectricité le long du fleuve Congo,
nous avons un certain nombre de projets structurants qui peuvent être mis en place avec un système de coude pour produire l'électricité. Et au total, les sites que nous avons identifiés peuvent permettre au Congo d'avoir encore au moins 4200 mégawatts. Vous voyez, il y a ce travail que nous devons amorcer. Vous avez vu que le président de la République a lancé les travaux de la réhabilitation et de la rénovation du chemin de fer Congo-Océan. C'est un grand chantier que nous allons développer. On va tenter de le réaliser parce que les travaux ont été lancés par le président de la République. C'est un grand chantier, comme j'étais en train de le dire. Vous avez le lancement du corridor 13, la route qui va relier le Congo à la Centrafrique. Le défi du président de la République, soucieux d'une grande politique d'intégration sous-régionale, était de faire en sorte que non seulement tous les départements du Congo soient reliés à la ville capitale, mais aussi que le Congo soit relié à tous les pays voisins par une route lourde. On a fait beaucoup d'efforts pour être relié désormais par le Gabon, par une route lourde. On a fait beaucoup d'efforts pour être lié à l'Angola par une route lourde. On a fait beaucoup d'efforts pour être lié au Cameroun par une route lourde. Il nous reste à être lié à la Centrafrique, puis à partir de la Centrafrique à Djamena par une route lourde. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait. Voilà ce qu'on peut dire sur les grands projets structurants du mandat. Mais il y a que, d'après le président de la République, en 2060, le Congo aura 100 ans depuis son accession à l'indépendance. Quel Congo devra-t-on célébrer à ce moment-là, quand arrivera le temps où nous ne serons plus? Alors que nous avons l'avantage aujourd'hui d'avoir vécu le Congo dans ses 60 premières années, donc depuis l'indépendance en 1960 jusqu'à 2020 par exemple. Nous allons aller jusqu'à 2030, ce sera 70 ans. Je pense, si je compte bien, que nous aurons donc, vécu le Congo. Mais comme les nouvelles générations vont célébrer le centenaire, quel Congo devront-ils trouver? C'est nous qui avons vécu les 70 premières années, qui voyons les évolutions du monde, qui devons avoir une projection sur ce que devrait être le Congo en 2060 par exemple. C'est pour cette raison que la politique qui est mise en place au travers du projet de société du président est de réfléchir en même temps que nous travaillons sur les 5 prochaines années. Nous devons travailler, planifier ce que devrait être le Congo à l'horizon 2063 en calant cette politique à la politique de l'Union africaine. Monsieur le Premier ministre, vous visez 5 000 milliards de francs CFA de recettes annuelles, c'est bien ça, de ce que vous avez dit dans votre discours. Comment comptez-vous récolter autant d'argent? Je ne l'ai pas dit dans mon discours, j'ai repris ce que le président a dit dans le projet de société et c'est la première mission qu'il m'a confiée en me nommant Premier ministre. Quelle est votre recette alors? Voilà, c'est cela. Donc, l'idéal serait pour nous d'atteindre à terme, ou tout au moins avant la fin du mandat, que notre budget parte désormais de 2 500 milliards comme c'est le cas aujourd'hui, de 1 800 milliards comme c'est le cas il y a 4-5 ans, mais donc au moins à 5 000 milliards. Ce n'est pas impossible. Il était déjà arrivé un moment où notre budget tutoyait 4 000 milliards. Donc, quand le président fixe l'objectif de la mobilisation des recettes internes à hauteur de 5 000 milliards, il sait de quoi il parle. C'est une mission qu'il nous donne et nous devons l'exécuter. Comment? Mais d'abord, par l'amélioration de l'assiette fiscale. Faire en sorte que nous puissions davantage mobiliser la ressource fiscale sans ajouter des impôts, sans ajouter des charges fiscales aux citoyens, mais mettre en place une politique qui nous garantisse un recouvrement optimal de la ressource qui puisse déjà exister et qui dort. Par le biais de la digitalisation, par exemple, toute cette politique de digitalisation des régies financières, tous les mécanismes que nous sommes en train de mettre en place qui vont nous permettre de mobiliser davantage de ressources. Il y a une ressource fiscale que nous n'encaissons pas suffisamment, c'est la recette foncière. Oui, la politique de l'habitat étant en plein essor dans notre pays, mais je crois que peu s'acquittent de leur impôt foncier. Il y a une grande spéculation dans le secteur, mais les spéculateurs ne rapportent rien à l'État. Il y a une réflexion qui est en train d'être menée qui pourra faire en sorte que ce domaine foncier puisse davantage rapporter de la ressource fiscale à l'État. Mais il y a toute la politique de diversification que nous sommes en train de mettre en place avec l'industrialisation, avec le développement des secteurs des mines par exemple, pour que le pétrole ne soit plus la seule source principale de financement. Nous avons toute cette politique de diversification qui est en train d'être mise en place, l'exploitation rationnelle de nos ressources naturelles. Nous avons un nouveau code minier
avec un certain nombre d'orientations que ce code minier expose, qui peut permettre effectivement de renforcer les caisses de l'État. Nous avons le code forestier avec cette obligation de transformation sur place, avec cette obligation de participation de l'État et des privés nationaux dans le développement de ces secteurs. Je pense que toute cette politique conduite de façon rigoureuse pourrait permettre d'atteindre effectivement l'objectif que nous nous sommes fixés. Et avec le FMI, vous souhaitez conclure, je vous avais dit, un nouveau programme avec un nouveau programme. La classe politique congolaise déjà critique cette initiative. Elle considère que la première initiative n'a pas marché. Que répondez-vous à ceux qui... Bon, je ne sais pas comment cette classe politique, si tant est que ça vienne de la classe politique. Et surtout, elle exige, elle demande par exemple quelles seront les contreparties exigées par le FMI. Peut dire que la première, ça n'a pas marché. Je voudrais simplement rappeler à cette classe politique qui certainement a aussi dirigé ce pays. Voilà, parce que ce n'est pas de nouveau, hein, ceux qui parlent souvent de ces questions et qui prétendent avoir la science infuse, ils pourront au moins reconnaître que, mis à part la période qui nous a permis d'atteindre le point d'achèvement dans l'initiative PPTE, c'est la première fois dans l'histoire du Congo, alors qu'on a déjà conclu plusieurs programmes, qu'un programme de facilité élargie de crédit a été conduit à son terme avec le Fonds monétaire international. C'est la première fois. Et par rapport à la mise en œuvre de ce programme, ils pourront comprendre que nous avons amené le pays de la récession à la résilience. Parce qu'en 2020, ces mêmes acteurs politiques auraient pu se rendre compte que nous avons un taux de croissance négatif de pratiquement moins 6,5%. Nous sommes en 2020. En 2021, il était presque encore négatif, même s'il y a une évolution. C'était autour de moins 1,2%. En 2022, on a commencé à avoir 0%, 1%, pour que nous puissions être aujourd'hui à un taux de croissance de 3,8% et espérer avoir un taux de croissance en 2026 de 5,2%. Donc, nous avons une croissance en augmentation continue. On n'a pas encore atteint les 2 chiffres, mais si nous maintenons cette tendance, ça veut dire que nous pourrons espérer avoir une croissance à 2 chiffres. Si on l'a fait, dans le cadre d'un programme, on ne peut pas dire que ce programme a été un échec. Si nous avons pu maîtriser le taux d'inflation, malgré la multitude des crises que nous avons connues, une classe politique responsable ne peut pas dire que ce programme a été un échec. Si nous avons pu engager un certain nombre de réformes, on ne les a pas toutes conduites à leur terme, il en reste encore et nous pourrons en parler, mais ce que je veux dire qu'avec le FMI, on a quand même pu réussir un certain nombre de réformes. Vous savez, dans des pays comme les nôtres, avec le misonéisme qui nous caractérise, engager des réformes, ce n'est pas facile. Et si vous n'avez pas un regard des partenaires qui est là toujours pour exercer une pression sur vous, ce n'est pas évident de réussir certaines réformes dans notre pays. Et nous les avons réussies grâce justement à la présence du FMI, parce que nous avions des échéances à respecter. Si nous voulons passer d'une revue à une autre, il nous faut engager telle réforme. Et face à cela, les politiques ne pouvaient que nous soutenir. C'est ce que demande le FMI, ce sont les contreparties. Ce sont les réformes que nous avons nous-mêmes identifiées dans le cadre du programme des réformes économiques et financières d'un CEMAC. Et le président Denis Sassou Nguesso a été choisi par ses pairs pour conduire, pour aider les pays de la zone CEMAC à mener jusqu'à leur terme ces réformes. Et il vous souviendra qu'on a dû convoquer une session des chefs d'État en janvier 2026. C'était justement pour faire le point de ces réformes et éviter une éventuelle dévaluation, amener les pays à se mettre tous en programme. Donc, nous travaillons avec le Fonds monétaire international pour que soient mises en œuvre des réformes importantes que réclament les populations elles-mêmes déjà, parce qu'elles ont besoin d'une certaine rigueur dans la gestion des ressources financières. Elles ont besoin du financement des politiques sociales. Parmi les reproches qui nous ont été faits par le Fonds monétaire international, par exemple, c'est que malgré les réformes réalisées, mais la dépense sociale n'a pas été au niveau où le Fonds monétaire international l'espérait. Comment expliquer ça? Mais parce qu'il y a certainement des dépenses qui évincent les autres. On a privilégié le paiement de la dette. Lorsque nous arrivons, les mêmes acteurs politiques qui prétendent que ce programme n'a pas réussi devaient savoir quel était le niveau de la dette en 2020. Il était à près de 111%. Et pratiquement à 101 ou 102% en 2021. On disait de cette dette qu'elle était insoutenable.
Aujourd'hui, on peut dire que cette dette est soutenable, elle est à 92%. Bien loin du nous avons privilégié, nous avons, bien sûr, pas encore au niveau de la norme CEMAC, mais c'est un processus. Et l'ambition pour nous est d'arriver à être à moins de 70%. Nous avons privilégié la dette extérieure, y compris ce qu'on appelait la dette toxique, que nous avions avec les bailleurs de fonds. Donc, tous les efforts que nous avons mobilisés, tous les sacrifices des populations, nous ont permis justement de réduire la dette extérieure, pratiquement de 50%, parce qu'elle est partie de 62% à 31% aujourd'hui, la dette extérieure, de nous débarrasser progressivement de la dette des traders, qui était une dette toxique. On a déjà eu le souvenir ici dans notre pays des fonds vautours. Il fallait craindre que cette dette toxique des traders puisse se transformer demain en une dette des fonds vautours, et on ne pouvait pas imaginer vivre ça de nouveau. Donc, quand vous voyez les efforts qui ont été accomplis pour respecter les équilibres macroéconomiques, pour permettre au Congo de retrouver sa signature, ce qui lui permet aujourd'hui de repartir sur les marchés financiers internationaux. Je vous rappelle qu'en 2021-2022, quand je suis arrivé, nous avons tenté un eurobond qui n'a pas abouti. Mais parce que la signature du Congo ne pouvait pas le permettre. Aujourd'hui, nous pouvons maintenant être sollicités par les investisseurs pour lever des financements sous forme d'eurobond. Ça veut dire qu'on a tout fait pour établir la signature. Donc, le programme avec le Fonds monétaire international n'aura pas été un programme de plus, un programme de trop, un fiasco. Monsieur le Premier ministre, mais malgré tous ces investissements réalisés depuis de nombreuses années, les délestages demeurent fréquents au Congo. Pourquoi les Congolais devraient-ils croire que la situation va réellement changer durant ce quinquennat? Ils ont raison, les Congolais. Ceux-là, au moins, ils ont raison de douter. Et comme dirait un penseur, je doute donc je suis. C'est parce qu'ils doutent que nous existons. Et c'est parce qu'ils doutent qu'ils nous mettent davantage de pression, qu'ils nous mettent davantage à l'épreuve. Et je peux les comprendre. Sauf qu'ils n'ont pas oublié, et je peux vous le garantir, que tous les efforts de production d'électricité ont eu les résultats. Le résultat que nous avons d'avoir environ 800 mégawatts d'électricité produite chez nous viennent des efforts de Congolais. Parce que, avant 1980, à part le barrage du Djoué, à part le barrage de Mokoukoulou, les deux combinés, ça ne devrait même pas faire 100 mégawatts. Toute l'électricité que nous avons est produite par ces efforts, qui nous ont permis d'avoir la centrale électrique du Congo, qui nous ont permis d'avoir la centrale électrique de Ndjeno, qui nous ont permis d'avoir le barrage hydroélectrique de Liwesso, qui nous ont permis d'avoir le barrage hydroélectrique d'Imboulou. Voyez? Donc, voilà le premier travail qui a été fait. Les Congolais pourraient nous dire pourquoi nous être investis dans la production d'électricité alors qu'on n'avait pas encore réussi la question du transport de l'électricité, par exemple, de Brazzaville à Pointe-Noire. Parce que c'est à partir de là que nous avons des problèmes s'agissant de Brazzaville, par exemple. Oui, mais il nous fallait quand même produire davantage. Si on avait commencé par la réhabilitation de la ligne de transport avec les ressources que nous avons, on nous aurait dit à quoi ça a servi d'avoir réhabilité la ligne de transport alors que nous n'avons pas d'électricité à transporter. Vous voyez, c'est toujours ce phénomène de la poule et de l'œuf. Le gouvernement avait pris le choix avant de produire davantage d'électricité. Après avoir produit davantage d'électricité, on a réussi à amener l'électricité dans les départements qui n'en avaient pas. Aujourd'hui, plusieurs districts sont désormais connectés au réseau électrique national. D'ici là, le président de la République ira lancer par exemple l'électricité dans les districts comme Boko, dans les districts comme Luingi, dans le chef-lieu du nouveau département Congo-Ubangi à Mosaka, il va aller à Alembe. Donc, ceux qui disent qu'on n'a pas fait d'efforts dans la production d'électricité parce qu'il y a beaucoup de délestages à Brazzaville, Pointe-Noire, ne pensent pas à ceux qui sont à Evo, ceux qui sont à Alembe, ceux qui sont à Luingi, qui vont avoir une électricité et peut-être chez eux beaucoup plus stable qu'à Brazzaville. Pourquoi? Parce qu'à Brazzaville, en plus de la difficulté de transporter l'électricité de Pointe-Noire à Brazzaville, du fait de la défectuosité de la ligne très haute tension, qui est en pleine réhabilitation grâce à un projet que nous avons avec la Banque mondiale, le projet d'amélioration du secteur d'électricité et un accompagnement que nous avons avec ENI, il y a d'autres problèmes au niveau de Brazzaville, comme à Pointe-Noire, c'est la distribution d'électricité avec un réseau de distribution totalement vétuste. Parce qu'il est toujours difficile pour l'État, au prix où nous vendons l'électricité, avec la compagnie d'électricité que nous avons, de supporter toutes les charges liées à la distribution et à la commercialisation quand on tient compte du taux d'urbanisation accéléré de nos villes.
Voilà. Donc, on résout pan par pan. On a réussi la production d'électricité. Et on ne va pas s'arrêter là, s'agissant de la production d'électricité. Je vous ai dit que nous sommes en train de mener en place un vaste projet d'hydroélectricité en exploitant un certain nombre de potentialités que nous avons sur le fleuve dans les parties non navigables pour avoir, par des points de dérivation, à produire des micro-barrages qui vont nous donner 4200 mégawatts. Donc, on va poursuivre le travail de production d'électricité. En même temps, on va améliorer la ligne de transport très haute tension Brazzaville-Pointe-Noire. Et en même temps, on va poursuivre avec le travail de fourniture d'électricité dans les grandes villes. Mais là aussi, les populations se souviendront que nous avons engagé une grande réforme qui nous a permis de mettre en concession les barrages, parce que l'État, après les avoir construits, ne pourra pas continuer à les gérer. Il faut les mettre en concession, et ça a été fait. Nous étions en train de réfléchir sur un mode de gestion de la fourniture d'électricité. On a tenté un contrat d'affermage. Les populations ont réagi, sans doute parce qu'elles n'avaient pas encore bien compris le mécanisme. Elles ont bien pu se rendre compte que ça fait plus d'1 an qu'on a suspendu la procédure d'affermage. 1 an et demi plus tard, on n'a toujours pas résolu le problème. On va reprendre la discussion avec eux. S'ils ne sont toujours pas d'accord avec l'affermage ou avec le fermier qui a été choisi, quels sont les nouveaux mécanismes que nous devons mettre en place pour garantir une électricité stable, continue et de bonne qualité pour les citoyens. Pendant ce moment, M. le Premier ministre, qu'est-ce que vous dites aux populations qui vous regardent et qui sont victimes de ces délestages, notamment les entrepreneurs? Qu'est-ce que vous leur dites face à cette situation? Tenez bon? Nous devons tous tenir bon et qu'ils nous fassent confiance. Qu'ils fassent confiance aux politiques que veut mettre en place le gouvernement. C'est tout ce que j'ai dit aux députés à l'Assemblée nationale. Le quinquennat sera la fin des délestages. Je n'ai pas besoin de m'avancer. Mais si nous fournissons ensemble tous ces efforts, nous pourrons arriver à bout de ces délestages. Il faut simplement que nous comprenions les problèmes, à quel niveau ils se trouvent, et qu'ils fassent confiance aux mesures que prendra le gouvernement, aussi dures soient-elles. Mais il faut bien qu'on passe par là. Pour traiter une maladie, il faut prendre la nivaquine. Il faut prendre l'injection, il faut subir l'opération. Si nous n'acceptons pas de prendre le traitement, aussi difficile qu'il soit, nous ne pourrons pas avoir la guérison. Donc, c'est un problème. Nous devons apporter des solutions. Et la solution passe par la politique définie par le gouvernement à laquelle les populations devraient adhérer. Et si les populations adhèrent, elles peuvent être sûres que cette politique produira bien leurs fruits. Et l'accès à l'eau potable aussi reste aussi une difficulté du quotidien dans plusieurs quartiers. Pourquoi ce problème persiste aussi? C'est quoi un problème de gouvernance, de production? Ceci détermine cela. La production. Même problème. La production et le transport de l'eau dépendent d'une électricité stable continue. Dès qu'il y a délestage, l'usine de pompage ne peut plus produire. Et quand l'électricité va arriver à l'usine de pompage, il lui faut du temps, non seulement pour produire, mais pour que l'eau fasse son transit jusqu'au robinet. Et pendant toutes ces périodes, effectivement, vous êtes perturbé. Donc, aussi souvent que nous serons confrontés au problème d'électricité, bien entendu, nous aurons toujours des problèmes de distribution d'eau. Mais certains Congolais pointent du doigt aussi les structures qui gèrent l'eau, l'électricité. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? On est donc un peu dans cette confusion. Bien sûr que les structures peuvent poser problème en termes de gouvernance. Mais dès l'instant où nous savons qu'il y a aussi des problèmes structurels, des problèmes donc de financement des infrastructures, on a des problèmes de transport d'électricité. Si ce problème n'est pas résolu et que c'est l'État qui doit le résoudre, qu'est-ce que vous allez dire à la société qui assure la gouvernance? Elle vous dira, nous on veut bien. Et c'est ce que disent les travailleurs. C'est pour cette raison que les travailleurs ne sont pas favorables aux politiques d'affermage ou des concessions que nous voulons mettre en place. Parce qu'ils se disent qu'il suffit que le gouvernement mette l'argent, règle ces problèmes, la situation sera résolue. Le gouvernement dit, oui, moi je veux bien, mais vous avez des problèmes de gouvernance. Ils vous disent, démontrez-nous que nous avons des problèmes de gouvernance alors que vous savez vous-même que l'électricité n'est pas produite normalement telle qu'on aurait aimé. Voilà. Donc on a ce débat et c'est par le dialogue que nous allons réussir à nous comprendre et j'espère que lorsque nous nous serons compris, les solutions arriveront d'elles-mêmes. Monsieur le Premier ministre, vous affirmez que le capital humain est la première richesse du pays. Comment expliquez-vous que de nombreux Congolais continuent à se faire soigner dans des conditions difficiles aujourd'hui au Congo?
C'est parce que le président avait vu cela qu'il avait commencé à engager une grande politique de construction des hôpitaux généraux dans tous les départements. Et des hôpitaux généraux avec un plateau technique adéquat. Donc, ce n'est pas simplement parce qu'il manque des infrastructures hospitalières, on commence à en avoir, on commence à améliorer les plateaux techniques, on a formé, le président avait pensé à tout cela, avait envoyé des centaines de jeunes en formation à Cuba qui sont rentrés et qui sont en train d'être affectés dans ces structures hospitalières. Donc, on pense que si nous gardons cet élan, ça ne va pas se résoudre aujourd'hui. Si nous gardons cet élan, à terme, cette question de soins à l'étranger deviendra un triste souvenir. Mais ce qu'il faut aussi dire, là encore, il faut qu'on parle à nos compatriotes. Lorsque nous partons du Congo pour aller nous faire soigner à l'étranger, je ne cite pas les pays vers lesquels nous aimons aller, nous payons le prix qu'il faut. Et je peux vous dire que ce n'est pas gratuit et les populations savent ce qu'elles endurent, y compris elles-mêmes. Parce qu'on a toujours tendance à penser qu'il n'y a que les dirigeants qu'on évacue. Non. Il y a les populations, même des familles modestes, qui vendent des propriétés parce qu'il faut sauver une vie. Sauver une vie, il n'y a pas de prix à cela. Donc vous avez des familles modestes qui se cotisent, qui sacrifient le patrimoine qu'ils ont, qui vendent ce patrimoine pour essayer d'envoyer un de leurs parents se faire soigner à l'étranger. Ils savent ce que ça leur coûte. Le jour, on leur dira que pour toutes ces infrastructures que nous avons au Congo, si vous voulez qu'on puisse en assurer la maintenance et que ces infrastructures puissent vivre dans le temps et qu'elles nous produisent les services de soins de qualité, il nous faut payer, ne serait-ce que le quart de ce que nous mettons à l'étranger. Il faut espérer que ces populations nous comprennent et qu'elles adhèrent à cette politique. Je parie que lorsqu'elles auront adhéré à cela, c'est un dialogue. C'est pourquoi nous avons prôné le dialogue social. Le dialogue, ce n'est pas seulement discuter sur « ah non, vous n'allez pas en grève demain ». Non. Le dialogue, c'est mettre ensemble tout le monde, qu'on comprenne bien ces politiques et qu'on prenne les décisions qui correspondent à la volonté du gouvernement qui aura compris de quelle manière ces questions devraient être résolues. Vous avez parlé du PND par exemple. Oui. Nous avons dit qu'il ne sera plus rédigé technocratiquement. Il sera élaboré, rédigé démocratiquement. Ce qui revient à dire que nous aurons un débat d'orientation sur le PND, comme nous avons souvent le débat d'orientation budgétaire avec les parlementaires, sur leur dire qu'est-ce que nous allons faire les 3 prochaines années. Pour le PND aussi, ce ne sont plus seulement nos experts qui vont s'enfermer dans leur bureau, qui vont rédiger, identifier les projets et que nous viendrons dire aux parlementaires, voici nos projets. Et que les parlementaires vont nous dire, dans mon district, il n'y a pas eu ceci. Dans mon arrondissement, il n'y a pas eu ça. Dans ma circonscription, dans mon ville, il n'y a pas eu ça. Et on va se permettre d'ajouter pour faire plaisir aux uns aux autres et qu'on soit par la suite bloqué. Non. Cette fois-ci, oui, nous allons nous retrouver avec les parlementaires. On va rassembler tous ces projets, ainsi de suite, et on va dire, voilà ça, comment ça peut être résolu. Voilà, si nous faisons tout ce que nous sommes en train de prendre là, ce PND risque d'échouer. Mais voilà les politiques, de quelle manière nous devons les mener. Et on aura sur la table tous ces problèmes dont vous parlez, d'hospitalisation, d'électricité. Et on fera ensemble les choix. De recrutement aussi de certains personnels du monde hospitalier. Hein. Bien sûr, mais parce que depuis 2020, par exemple, nous recrutons le personnel hospitalier. Vous avez un comme le objectif personnel à la fin du quinquennat de recrutement de... Oui, bien sûr, à la fin du quinquennat. Pour le moment, nous avons les nouvelles recrues à la fonction publique, les jeunes. Pour les 5 dernières années, nous avons atteint pratiquement 40 000. Vous imaginez? 40 000. Ah oui, bien sûr, les 5 dernières années. Donc, vous pouvez imaginer effectivement quelle est la volonté du gouvernement. Et de ces 40 000, la plus grande partie, c'est justement le secteur de l'éducation, le secteur de la santé. Voilà. Monsieur le ministre, la création d'emplois est une attente aussi majeure des jeunes. Combien d'emplois votre gouvernement ambitionne créer d'ici la fin du quinquennat? On a parfois du mal à se comprendre. Et c'est pour cette raison que le débat que nous aurons d'orientation budgétaire sur le plan national de développement va beaucoup nous aider. Vous voyez, nous étions en 2024, l'année de la jeunesse. On s'est engagé pour le mandat, le quinquennat a produit près de 100 000 emplois. Et les Congolais ont tourné cela en dérision. Je vous demande de prendre ce que nous avons déjà dit en matière d'emplois créés à la fonction publique. 40 000. En sachant que ce n'est pas seulement la fonction publique qui doit créer l'emploi, ce n'est pas l'État. L'emploi, c'est le privé.
c'est l'amélioration du climat des affaires. C'est l'éclosion du tissu industriel, entrepreneurial, qui permet la création des entreprises, de sorte que ces entreprises créent des richesses et créent des emplois. Nous avons mis en place le cadre pour que, effectivement, le monde crée l'entreprise. Mais personne n'a comptabilisé ces emplois. On vous dit seulement, il n'y a rien. Nous avons mis en place l'Agence congolaise pour l'emploi, qui fait la promotion des offres disponibles, qui présente aux entreprises des curriculums disponibles parmi les demandeurs d'emploi. Personne n'est allé faire le point de savoir qu'est-ce que ça produit. Mais mieux, dans la politique de création de 100 000 emplois, il était question de formaliser les emplois informels, de formaliser les emplois dissimulés, de faire en sorte que l'agent de ménage, le chauffeur, tous ceux que nous avons à notre portée, qui font un travail abyssal, l'artisan, qui fait un grand travail dans l'économie sociale et solidaire, mais ce travail est méconnu. On a dit tous ces emplois devraient désormais être déclarés. Et comme vous avez peur de les déclarer, du fait que vous risquez de payer les IRPP, vous risquez de payer les cotisations sociales, l'employeur et l'employé se mettent donc dans une forme d'omerta pour ne pas déclarer cet emploi, parce que l'employeur n'a pas envie de payer sa part de cotisation sociale, n'a pas envie de payer sa part d'assurance maladie, l'employé n'a pas envie de payer l'IRPP, ce qui va réduire son salaire, n'a pas envie de payer sa part de cotisation sociale. L'État a pris dans la loi de finances 2024 et dans la loi de finances 2025 et 2026, dit pour tous ces emplois, IRPP exonéré. Donc si tu gagnais 110 000, tu auras tes 110 000 au complet. Tu n'as donc plus peur d'aller déclarer ton emploi. Pour ta cotisation sociale, l'État prend en charge 50%. Alors, on a calculé 50 000 emplois dans ce cadre-là. Il y en a qui ont exécuté, il y en a qui ne l'ont pas. Et quand on continue à poser la question au gouvernement, où sont les 100 000 emplois? Ils ont oublié que le gouvernement a créé le cadre qui devrait permettre effectivement de comptabiliser les 100 000 emplois. Donc c'est la faute aux jeunes? Non, à notre compréhension de ces problématiques. Comment comprenons-nous ces questions? Il y a donc des paradigmes à redéfinir. Et c'est ce travail que nous devons aussi continuer de faire pour que les gens les comprennent mieux. Parce qu'on a simplement parfois l'habitude de suivre ce qui se dit partout ailleurs sans en comprendre le sens. Par rapport aux réalités de notre pays, nous avons besoin d'expliquer à nos populations, d'expliquer à nos jeunes, d'expliquer aux dirigeants quelle est la politique que nous mettons en place pour que nous comprenions. Tout ça pour vous dire, oui, je n'ai plus besoin de m'avancer encore sur un chiffre dans l'emploi parce que ça va nous détourner de l'essentiel de ce que nous devons faire. Non, à ce stade, c'est 100 000 emplois. Comment? À ce stade, c'est 100 000 emplois qui sont... Ben non, les 100 000 emplois, c'est ce que nous avons envisagé pour le mandat dernier. Et que je voudrais que les gens, finalement, se mettent à comptabiliser pour savoir si on les a atteints ou on ne les a pas atteints. Et si on ne les a pas atteints, pourquoi ne les a-t-on pas atteints pour que nous corrigeons? Moi, j'ai peut-être une réponse. Vous regardez, certains jeunes diplômés dénoncent souvent un décalage entre la formation et le marché du travail. Comment comptez-vous corriger ce fléau-là? Les résultats des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche nous ont permis d'identifier tous ces problèmes et de déterminer le nouveau mode du système éducatif au travers des lois qui vont être adoptées, la loi sur le système éducatif, la loi sur la recherche qui a déjà été adoptée et la loi de programmation du système éducatif. Donc oui, toutes ces problématiques ont été prises en compte lors des états généraux de l'éducation et de la formation et de la recherche et nous pensons que la mise en œuvre des préconisations de ces états généraux pourrait apporter une réponse adéquate aux préoccupations des jeunes. Parlons un peu politique, vous avez affirmé que la démocratie congolaise se consolide. Quels indicateurs permettent aujourd'hui d'affirmer que le Congo est une réelle démocratie? D'abord, l'organisation à échéance régulière des élections libres et transparentes dans notre pays. Depuis plus de 25 ans, après la parenthèse de 92-97. On a eu les élections libres en 92, on a eu des législatives en 93 anticipées. On a raté l'échéance de 97 parce que ceux qui avaient les commandes à l'époque avaient peur d'aller aux élections et ont tout fait pour que les élections n'aient pas lieu. Ça a conduit le pays dans une guerre et je n'ai plus envie de parler du reste. Nous sommes arrivés en 2002. On a connu les élections libres et transparentes, le référendum, la présidentielle, les législatives, les locales. Et depuis là, à échéance régulière, ces élections ont lieu. Le fait que nous ayons
pris comme ça l'option, quoi que ça nous coûte, d'organiser à échéance régulière des élections libres et transparentes à travers lesquelles le peuple choisit ses dirigeants. On ne peut plus douter de la vitalité de la démocratie dans notre pays. Pourtant, certains observateurs, Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, estiment que le climat politique entre la majorité est marqué par une défiance entre la majorité et l'opposition. L'opposition qui siège au Parlement? C'est la seule que vous reconnaissez? Je ne sais pas. L'opposition s'exprime de quelle manière? Dans tous les pays du monde, comment on reconnaît la majorité, comment on reconnaît l'opposition? Si ce n'est dans les instances démocratiques. Elle est plurielle, l'opposition. Elle est diverse, l'opposition. Elle est diverse, y compris à l'Assemblée, au Sénat. Vous avez une opposition plurielle. Vous avez Yuki qui est à l'opposition. Vous avez l'UPADES qui est à l'opposition. C'est une opposition plurielle. Maintenant, s'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de se retrouver dans les instances dans lesquelles s'exprime le débat démocratique et qui aimeraient faire entendre leur voix, mais travaillent avec les partis qui sont au Parlement. Ces acteurs peuvent faire passer leurs desiderata à leurs alliés. Vous dites que l'opposition est plurielle, donc eux compris. Si c'est une opposition, mais on se met derrière les partis qui ont pignon sur eux, ils font passer leurs idées pour que ces partis qui ont pignon sur eux viennent les porter. On considère cette opposition-là comme le sparring partner du gouvernement. Donc vous comprenez que toutes les critiques qui remontent aussi de certains opposants qu'on entend sur des plateaux. Ils s'expriment. Mais nous mettons en œuvre la politique telle que nous l'avons définie. Si eux ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée, ils ne peuvent pas remettre en cause la vitalité de la démocratie au motif que eux, ils sont en marge des principes de la démocratie. Pour qu'ils soient dans l'ordre des principes de la démocratie, il suffit simplement qu'ils fassent alliance avec les partis qui siègent au Parlement, qui siègent dans les assemblées locales, pour que leurs desiderata soient repris par ces partis et que ça puisse faire vivre le débat démocratique. Je ne sais pas, je ne sais pas à qui vous faites allusion ou de quel parti vous faites allusion. Non, il y a plusieurs opposants en dehors du Parlement. Il y a même des opposants en exil aussi. Ils sont en exil. Mais ils font quoi en exil? Vous êtes quoi de rentrer au pays? Vous les invitez à rentrer au pays? Mais l'opposition ne se fait pas à l'étranger. C'était fini, ça c'était lors du parti unique. Et là, il peut rentrer? Mais attendez, mais ils sont nombreux qui sont rentrés. Qui le leur a interdit? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Non. Tous les opposants qui se disaient opposants en exil sont rentrés et participent au débat démocratique. Il n'y en a pas un seul qui soit exclu du débat démocratique parmi ceux qui étaient en exil et qui sont rentrés. Et mieux, on leur donne l'espace médiatique. Ils attaquent, ils injurient. On les voit là. Tous les jours, on attaque le Premier ministre. Tous les jours, on attaque le gouvernement. Tous les jours, on attaque le président. Vous n'avez jamais appris. Vous êtes de la presse. Vous avez célébré il n'y a pas longtemps la journée de la presse. Avez-vous dans les rapports qu'il y a des journalistes qui sont arrêtés au Congo parce qu'ils auraient tenu un débat qui n'a pas plu aux autorités politiques? Jamais. Pas de prisonniers d'opinion. Pas de prisonniers de presse. La presse s'exprime librement. C'est ça la vitalité de la démocratie. Les partis fonctionnent conformément aux dispositions de la Constitution et à la loi sur les partis. Les partis s'expriment librement. Les citoyens s'expriment librement. Les partis participent aux élections. Nous avons, à la veille de chaque échéance électorale, un débat politique, ce qu'on appelle la concertation. Mieux, tiens, le président est allé plus loin. Il a nommé au gouvernement un ministre d'État, ministre à la présidence, chargé des affaires politiques. Vous voyez jusqu'où le président va pour faire vivre davantage la démocratie et pour donner de l'espace à tous ces acteurs. Donc, je pense aussi que ceux-là, par exemple, qui n'arrivent pas à s'organiser pour gagner des sièges dans les instances locales ou nationales de démocratie, qui ne veulent pas donner leur voix aux partis qui sont représentés au Parlement ou encore dans les instances locales et qui veulent continuer à s'exprimer en dehors des cercles démocratiques, ils pourront au moins s'adresser au ministre à la présidence, ministre d'État, chargé des affaires politiques. Peut-être que leur voix sera mieux entendue. Donc là, c'est un signe d'ouverture que vous annoncez sur ce plateau, j'ai l'impression. Déjà, parce que comme le président l'a toujours fait. Bien, dernier point sur la justice, c'était aussi une des priorités de votre discours. Quels résultats concrets attendez-vous à court terme en matière de réforme de la justice?
Ah oui, vous allez parler de modernisation. Nous travaillons pour la modernisation des codes, le code pénal, le code de procédure pénale, le code de la famille, le code, ce qu'on appelle le code civil, le code des libertés, ainsi de suite. Nous avons tous ces codes-là que nous sommes en train d'actualiser. Voilà, donc, et est-ce qu'aujourd'hui... Et puis justement, la digitalisation des services judiciaires, nous travaillons aussi sur cela. Et la déontologie des magistrats, la rigueur au niveau des magistrats. Il y aura bientôt un Conseil supérieur de la magistrature qui prendra encore certainement d'importantes décisions pour permettre aux magistrats de réaliser que le pays attend beaucoup d'eux et que le climat des affaires, la diversification de l'économie, la valorisation du capital humain dépendent en grande partie d'une bonne distribution de la justice et les magistrats devront en avoir pleine conscience. Les auxiliaires de la justice aussi, les avocats, les huissiers, les notaires devront en avoir pleine conscience pour faire en sorte que nous gagnons ce pari de capital humain, ce pari de la lutte contre les antivaleurs. Et à côté, il y a des instances qui devront continuer à travailler. La Haute Autorité de lutte contre la corruption, la Commission de transparence et politique publique, il y a tout ça. Et nous pensons que tous ces organes devront être mis à contribution pour garantir un état de droit. Et donc garantir même une impunité zéro, même au sommet de l'État. On n'a pas de problème avec la justice au sommet de l'État. L'impunité zéro, oui, je peux encore proclamer cela aujourd'hui, que oui, l'impunité est nulle et sera toujours nulle dans le pays. Vous avez décrit le président comme une référence en matière d'expérience de l'État. Quel est le principal enseignement que vous retenez de votre collaboration avec lui? Vous savez, j'ai toujours pensé, à tort ou à raison, que le président est pour les Congolais ce que David était pour Dieu. Donc, l'homme selon le cœur de Dieu. Le président Sassou est pour les Congolais ce que De Gaulle est pour la France. Donc, celui-là qui a modernisé, qui a stabilisé les institutions, qui a incarné la lutte et la résistance et qui a engagé de grandes politiques pour ce que la France est devenue aujourd'hui. Le président est pour le Congo ce que sont ces deux acteurs selon leur temps. Et comme par hasard, c'est tous des généraux. Voilà. Donc, ce sont les grands hommes qui marqueront longtemps l'histoire pour avoir façonné le cours de l'histoire de leur pays, de leur temps et de leur peuple. Si vous devrez résumer votre relation avec le chef d'État en un mot, lequel choisirez-vous? Confiance. Et si vous voulez que je puisse expliquer? Allez-y. Il m'a fait confiance en 1998 en me nommant conseiller dans son cabinet. Il m'a fait confiance en me mettant à la disposition de son épouse pour en être le directeur de cabinet. On ne donne pas cette confiance à tout le monde. Il m'a fait confiance en m'amenant au gouvernement en 2011. Et en mis maintenant, jusqu'à maintenant. Il m'a fait confiance en me nommant Premier ministre, chef du gouvernement. Et 2 fois de suite. C'est rare quand même dans l'histoire de nos pays. Il m'a fait confiance en faisant de moi son porte-parole de campagne. 2 fois de suite. Porte-parole principal, directeur de campagne adjoint. C'est pas rien. Je crois que notre relation, depuis là, n'est établie que sur la base d'un seul mot, la confiance. Et je l'en remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à Romain Clicquot de Menk, à Moustapha Kanté à la réalisation et bonne suite de programme sur nos antennes.